Alors, que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Nous pourrions spéculer un peu, si vous le voulez bien. Nous avons brusquement cette crise d'épilepsie vers 12h15 qui distrait la police et permet aux tireurs d'aller tranquillement se mettre en place. L'épileptique s'est d'ailleurs éclipsé dans la nature et ne s'est présenté dans aucun hôpital de la ville. L'équipe A grimpe au 6e étage de l'entrepôt. On remettait les planchers de l'immeuble à neuf cette semaine-là. Il était donc normal qu'il y ait un va-et-vient d'ouvriers inconnus. Ils se mettent rapidement en position, quelques minutes à peine avant la fusillade. Le deuxième éclaireur, qui correspond par radio avec les deux autres équipes, a la meilleure vue d'ensemble du secteur, le point de vue. L'équipe B, composée d'un tireur et d'un éclaireur avec un casque d'écoute, va s'installer dans l'immeuble de Daltex à un étage inférieur parce qu'il peut y avoir accès. La troisième équipe, l'équipe C, s'installe derrière la clôture, en haut du talus gazonné, là où le tireur et l'éclaireur ont été aperçus par feu Lee Bowers de sa tour de contrôle dans la cour du chemin de fer. Ce sont eux qui ont la meilleure position. Kennedy ne sera pas loin et la trajectoire est basse et à plat. Il y a dans cette équipe un coordinateur qui, à l'aide d'une fausse carte des services de sécurité, est arrivé à chasser quelques curieux du secteur. Il y a sans doute 2 ou 3 complices de plus dans la foule de la rue Elm. Donc 10 à 12 hommes. 3 équipes. 3 tireurs. Le tir triangulaire a été élaboré 2 mois auparavant par Clay Shaw et David Ferry. Ils ont bien examiné le secteur. Ils en connaissent chaque centimètre carré. Ils ont calibré leurs viseurs. Ils se sont entraînés sur des cibles mobiles. Ils sont prêts. Le cortège de Kennedy effectue le virage de la rue Main à la rue Houston. Tout le monde va tirer en même temps. Ils ne lui tirent pas dessus quand il remonte la rue Houston, ce qui serait le coup le plus facile pour un tireur solitaire depuis l'entrepôt. Ils attendent qu'il passe exactement dans l'angle de tir des 3 armes. La limousine amorce le dernier virage de la rue Houston à la rue Elm. La voiture ralentit jusqu'à 11 000 à l'heure. Les tireurs, de l'autre côté de la place d'Illey, bandent les muscles, mettent l'œil à la lunette. Ils attendent que la radio donne le feu vert. Tout va bien, allez-y. Ils entendront feu vert ou abandonner, abandonner. Le premier coup de feu retentit. Il rate complètement la voiture. On le prend pour une pétarade de moto. Image 161. Kennedy ne salue plus la foule. Il a entendu quelque chose. Connolly tourne légèrement la tête vers la droite. Image 193. Le deuxième coup de feu touche Kennedy par devant, à la gorge. Image 225. Quand le président émerge de derrière le panneau routier, vous pouvez voir qu'il a été atteint. Il porte les mains à son cou. Le troisième coup de feu, image 232. L'impact frappe Kennedy dans le dos et le fait se plier en deux devant lui. Connolly, vous remarquerez, n'a pas l'air d'avoir encore été touché. Il tient visiblement son chapeau, ce qui serait impossible si son poignet avait été atteint. Là, Connolly se retourne. Image 238. La 4e balle rate Kennedy et atteint Connolly dans le dos. C'est ce coup de feu qui prouve qu'il y avait déjà 2 tireurs. Connolly se met à crier « Mon Dieu, ils vont tous nous tuer !» Quelque part, à peu près au même moment, une autre balle rate complètement la voiture et atteint James Tague près du passage souterrain. La voiture freine. La 6e balle, la fatale sur l'image 313, frappe Kennedy sur le devant de la tête. C'est la balle cruciale. Regardez encore une fois. Le président est projeté en arrière et vers sa gauche. Le coup vient de l'avant à droite. Totalement incompatible avec le coup de feu tiré de l'entrepôt. Encore. En arrière et sur la gauche. Regardez bien. En arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche. En arrière et sur la gauche.